Les copines de ma petite amie ont mis en place un test où elles devaient faire semblant de rompre avec moi. Quand elle a dit « c'est fini », j'ai joué le jeu. J'ai répondu « enfin, maintenant je peux arrêter de faire semblant de ne rien savoir pour toi et Julien ». Les visages de ses amies se sont décomposés quand elles ont réalisé que leur test s'était retourné contre elles de façon spectaculaire. J'ai 28 ans, je suis un homme, et j'étais avec ma copine, 27 ans, depuis environ 2 ans et demi. Nous ne vivons pas ensemble, ce qui m'a honnêtement sauvé la vie dans toute cette histoire. Elle a son appartement, j'ai le mien. Nous avions parlé d'emménager peut-être ensemble l'année prochaine, mais quelque chose clochait depuis quelques mois. Appelez ça de l'intuition ou de la paranoïa, peu importe. C'était des petits détails. Son téléphone était toujours posé écran contre la table, elle devenait soudainement vague sur le déroulement de sa journée, et se montrait bizarrement sur la défensive quand je posais des questions basiques sur son travail. Donc, samedi dernier, j'étais chez elle pour ce que je pensais être une soirée tranquille. Ses 2 meilleures amies étaient là aussi, ce qui n'était pas inhabituel. Elle traînait parfois là avant de sortir en boîte ou autre. J'étais assis sur le canapé à faire défiler mon téléphone quand ma copine a soudainement coupé le son de la télé. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Sa voix était bizarre, répétée, presque comme si elle s'était entraînée devant un miroir. J'ai levé les yeux. Ses 2 meilleures amies me surveillaient comme des faucons. L'une avait son téléphone sorti, orienté vers moi de cette manière pas si subtile que les gens ont quand ils filment. L'autre se penchait littéralement en avant comme si elle allait assister à un accident de voiture, les yeux écarquillés par l'anticipation. D'accord, ai-je dit lentement, sentant déjà que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je pense qu'on devrait rompre. C'est fini entre nous. Silence de mort. J'ai regardé son visage, puis celui de ses amis. L'une se mordait la lèvre pour réprimer un sourire. Les yeux de l'autre faisaient l'aller-retour entre moi et ma copine comme si elle regardait un match de tennis à Roland-Garros, son téléphone toujours pointé droit sur moi, et soudain, tout s'est mis en place. Voyez-vous, ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà vu leur conversation de groupe il y a environ 3 semaines. Ma copine avait laissé son ordinateur portable ouvert chez moi pendant qu'elle prenait sa douche. Une notification de leur groupe WhatsApp est apparue. Je n'essayais pas d'espionner, mais l'aperçu disait « Le test montrera s'il l'aime vraiment ». Et oui, j'ai cliqué. Traitez-moi de paranoïaque, mais ce n'est pas quelque chose qu'on ignore simplement. Elle prévoyait ça depuis des semaines. Ses amis l'avaient convaincu que le véritable amour signifie qu'un homme doit se battre pour vous, pleurer, supplier, faire des déclarations dramatiques. Elle voulait mettre en scène une fausse rupture pour voir comment je réagirais. Si je devenais émotif et désespéré, je réussissais leur petit test. Si je restais calme ou si j'acceptais, c'est que je ne tenais clairement pas à elle et qu'elle devait me larguer pour de bon. Toxique, absolument. Mais ce n'était même pas le pire. En faisant défiler cette conversation, j'ai trouvé autre chose. Des messages datant de 2 mois. Ma copine se plaignait du fait que son collègue, Julien, la draguait. Ses amis l'encourageaient à explorer ses options et à voir ce qui existait ailleurs. Des captures d'écran de SMS entre elle et ce collègue qui n'était absolument pas approprié pour le travail. Des messages disant qu'il la comprenait comme je ne le faisais pas. Des projets pour aller boire un verre juste tous les deux dont elle ne m'avait jamais parlé. Lui l'appelant « ma belle », elle répondant avec des émojis cœur. J'avais passé les 3 dernières semaines à assembler les pièces du puzzle en silence. J'avais remarqué qu'elle travaillait tard plus souvent, au moins 2 fois par semaine maintenant. Son téléphone toujours face contre table, jamais laissé sans surveillance, de nouveaux mots de passe partout. Elle avait commencé à s'habiller différemment pour le travail aussi. Un maquillage plus soigné, des tenues plus élégantes. Je ne l'avais pas confrontée parce que je voulais être sûr. Et honnêtement, j'avais besoin de temps pour traiter ce que je ressentais. Alors, quand elle m'a lancé cette fausse rupture, j'ai vu mon opportunité de mettre fin à tout ça selon mes propres conditions. J'ai posé mon téléphone, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit avec un soulagement sincère dans la voix, « Oh, Dieu merci. Enfin. Maintenant, je peux arrêter de faire semblant de ne pas savoir pour toi et ton collègue. » Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. La mâchoire de sa meilleure amie est littéralement tombée. L'autre a failli faire tomber son téléphone. Le visage de ma copine est passé d'une confiance suffisante à une terreur absolue en une demi-seconde. La couleur a quitté son visage.
Quoi, a-t-elle bégayé? Oui, lui. Celui que tu retrouves après tes heures supplémentaires. Celui qui t'envoie ses SMS disant qu'il ne peut pas s'arrêter de penser à toi. Que tu es la plus belle femme du bureau? Ce gars-là. Comment tu sais? Peu importe comment je sais. Ce qui compte, c'est que je sais. Donc ouais, si tu veux rompre, je suis honnêtement soulagé. Ça m'évite une conversation vraiment gênante que je redoutais. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste sur la chaise. Ses amis étaient figés sur place. Ce n'était pas le scénario qu'elles avaient écrit. Elles voulaient des larmes. Elles voulaient des supplications. Elles ont eu une acceptation calme et une bombe que personne n'avait vu venir. Attends, attends, attends. Sa meilleure amie a bondi, agitant les mains. C'était juste un test. Elle ne rompait pas vraiment avec toi. C'était censé voir si tu te battrais pour elle. J'ai ri. J'ai vraiment ri à haute voix. Un test? Tu me dis que ma copine de 2 ans et demi vient de faire semblant de me larguer pour voir si j'allais pleurer et supplier? Et tu penses que c'est ça le problème ici? Ma copine a commencé à pleurer. De vraies larmes maintenant, pas celles théâtrales de sa performance. Ce n'est pas ce que tu crois. Il ne s'est rien passé avec lui. On est juste amis du boulot. Les SMS disent le contraire, mais honnêtement, je m'en fiche. Tu voulais jouer à des jeux et tu as découvert que je ne jouais pas au même jeu, je me suis dirigé vers la porte. Sa meilleure amie s'est mise en travers de mon chemin, tu ne peux pas juste partir. Tu réagis de manière excessive. Quoi que tu penses avoir vu, ce n'est probablement rien. Bouge. Maintenant. Elle a bougé. Quelque chose sur mon visage a dû lui dire que je n'étais pas d'humeur. Je suis sorti, je ne me suis pas retourné, et j'ai bloqué le numéro de ma copine avant même d'arriver à ma voiture. Mes mains tremblaient pendant tout le trajet du retour. Pas de colère exactement, mais de soulagement. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 3 semaines et que je le laissais enfin sortir. Comme si ce poids que je portais avait soudainement disparu. Ça faisait mal. Ne vous méprenez pas. 2 ans et demi, c'est long, mais la douleur était plus propre que le doute et la suspicion avec lesquels je vivais. Mise à jour 1, 4 jours plus tard. Les retombées ont été incroyables. D'abord, mon ex a évidemment essayé de me joindre par tous les moyens possibles. Comme j'ai bloqué son numéro, elle utilise les téléphones de ses amis, celui de sa mère, de sa cousine, des numéros au hasard que je ne reconnais pas. J'ai probablement bloqué 15 numéros différents en 4 jours. Les messages vocaux vont des excuses en sanglots aux accusations colériques. Quelques morceaux choisis, bébé, s'il te plaît. Ce n'était pas ce que ça paraissait. Rappelle-moi juste, tu es tellement immature en ce moment, je n'arrive pas à croire que tu gâches 2 ans pour rien, c'est de la violence psychologique. Tu le sais, n'est-ce pas? Le silence radio, c'est de la maltraitance. Mon préféré reste sa meilleure amie me traitant de psychopathe pour avoir manipulé un test innocent. Comme si j'étais le cerveau de l'opération. La gymnastique mentale que ces gens font est vraiment de niveau olympique. Médaille d'or de la performance. Son autre ami m'a envoyé un long SMS, je parle de 12 paragraphes, expliquant que tout le test était scientifiquement conçu pour mesurer l'attachement émotionnel et que ma réaction froide prouve que je n'ai jamais aimé mon ex. Bref, elle a dit ça sans aucune ironie, comme si elle avait découvert une percée en psychologie relationnelle en regardant des vidéos TikTok sur les styles d'attachement. Elle a littéralement cité TikTok comme source. J'ai fait une capture d'écran juste pour le divertissement. Puis hier, mon ex s'est pointé à mon immeuble, n'a pas sonné à l'interphone, a attendu sur le parking qu'un autre résident entre, et s'est faufilé par la porte derrière lui. Elle se tenait devant ma porte quand je suis rentré du travail, les yeux bouffis, l'air de n'avoir pas dormi. S'il te plaît, a-t-elle dit immédiatement. Laisse-moi juste expliquer. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Il n'y a rien à expliquer. Tu m'as testé. J'ai échoué à ton test. Et oh, au fait, je sais que tu te rapprochais de ton collègue. C'est fini. Je n'ai pas couché avec lui. Sa voix a résonné dans le couloir. Baisse d'un ton. Mes voisins n'ont pas besoin de ce drame. Rien de physique ne s'est passé. C'était juste des SMS, juste du flirt. Ça ne voulait rien dire. Je n'aurais jamais rien fait concrètement. Cool. Donc, la tromperie émotionnelle ne compte pas.
Bon à savoir où se situe ta limite. Elle a commencé à pleurer plus fort, le mascara coulant sur son visage. Tu ne comprends pas ce que ça a été. Tu as été si distant ces derniers temps, si concentré sur le travail tout le temps. Il m'a fait me sentir vu, apprécié, désiré. Je l'ai juste fixé pendant un long moment. Tu es sérieusement là, debout, à me blâmer parce que tu flirtais avec un autre mec pendant que tes copines prévoyaient de faire semblant de me larguer pour tester mon amour? Tu vois à quel point c'est délirant, non? Tu vois la contradiction? Elle a essuyé ses yeux, étalant son maquillage encore plus. Le test était stupide. Je le sais maintenant. Je n'aurais jamais dû les écouter. Mais ce qu'on a est réel. Tu ne peux pas juste jeter 2 ans et demi à la poubelle pour une erreur. Tu as tout jeté quand tu as commencé à me cacher des choses. J'accepte juste la réalité que tu as créée. Elle a attrapé mon bras, le serrant fort. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Une thérapie de couple, tout ce que tu veux. Je démissionnerai pour ne plus jamais le voir. Je couperai les ponts avec mes amis qui ont suggéré le test. Tout ce qu'il faudra. Ce n'est pas nécessaire. C'est fini. S'il te plaît, pars. Elle n'est pas partie. Elle s'est assise juste là dans le couloir devant ma porte en pleurant, disant qu'elle n'irait nulle part tant que je ne lui parlerai pas pour de vrai. Elle s'est littéralement plantée sur le sol comme pour un sit-in. Je suis rentré, j'ai fermé ma porte, je l'ai verrouillée et j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Ils sont arrivés environ 15 minutes plus tard et l'ont escorté dehors. À travers ma porte, je pouvais l'entendre les supplier, disant que j'étais son petit ami et que tout cela était un malentendu. La sécurité s'en fichait. Pas sur le bail, pas le droit de traîner là. Mais c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Sa mère m'a appelé le lendemain matin. J'ai toujours bien aimé sa mère. Une dame gentille, qui faisait une cuisine incroyable au fait, qui semblait raisonnable et posée. Donc, j'ai répondu en pensant qu'elle serait peut-être la voix de la raison. Mon grand, a-t-elle dit, elle m'appelait toujours comme ça. J'ai entendu ce qui s'est passé entre vous deux. Je suis tellement désolé que ma fille t'ait fait subir ce test idiot. C'était immature et mal. Mais tu dois comprendre, elle est absolument dévastée. Elle a fait une erreur avec cette situation de collègue, mais rien de physique ne s'est passé. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de lui pardonner? Elle t'aime tellement. J'ai pris une inspiration, choisissant mes mots avec soin. Madame, je vous respecte beaucoup, donc je vais être complètement honnête. Votre fille n'a pas juste fait une erreur. Elle a activement recherché une intimité émotionnelle avec un autre homme tout en planifiant simultanément de tester si je l'aimais assez. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma comportemental. C'est un choix qu'elle a fait à plusieurs reprises. Mais elle t'aime. Elle pleure depuis des jours. Elle ne mange plus, ne dort plus. Ça la détruit. Je crois qu'elle est bouleversée, mais être bouleversée n'est pas la même chose qu'être désolée. Elle est bouleversée de s'être fait prendre. Il y a une différence. Longue pause. Puis son ton a changé notablement. Devenu plus froid, plus dur. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais un bon jeune homme. Je t'ai accueilli chez moi. Mais abandonner ma fille quand elle a le plus besoin de toi, quand elle est au plus bas, c'est cruel. Les vrais hommes se battent pour leur couple. Les vrais hommes n'abandonnent pas le navire au premier signe de problème. Les vraies relations ne nécessitent pas de tests et d'options de secours. Madame, prenez soin de vous. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Ma fille mérite tellement mieux que quelqu'un qui abandonne si facilement. Tu verras. Bloqué. Ce qui m'atteint vraiment dans tout ça, c'est comment tout le monde dans son cercle agit comme si j'étais le méchant. Comme si planifier une fausse rupture et flirter avec un autre mec était un comportement totalement normal et acceptable. Et moi qui pars, c'est l'acte impardonnable. Comme si c'était moi qui avais violé une confiance sacrée. Ce sentiment d'avoir tous les droits est absolument irréel. Mise à jour 10 jours plus tard. Les choses ont dégénéré rapidement. D'abord, laissez-moi vous parler de la situation à l'appartement. Mon ex a commencé à se présenter à des heures aléatoires. Parfois seul, parfois avec ses amis qui la flanquaient comme des gardes du corps. Mardi soir à 23h, elle sonnait à mon interphone de manière répétée en maintenant le bouton enfoncé.
Mercredi matin à 6h30, sa meilleure amie était sur le parking appuyée contre ma voiture, attendant que je parte au travail. Quand je suis passé devant elle ce matin-là, elle s'est mise devant moi. Tu sais qu'elle a essayé de se faire du mal, n'est-ce pas? À cause de toi. Je me suis arrêté net. Elle va bien? Oh, maintenant tu t'en soucies. Maintenant tu es inquiet. Est-ce qu'elle va bien? Elle est vivante. Ce n'était pas grave, mais elle ne mange pas, ne dort pas. Elle a dû prendre un arrêt maladie. Ça détruit sa vie et toi tu vis la tienne comme si de rien n'était. Si elle a des problèmes de santé mentale, elle a besoin d'une aide professionnelle, pas que je la reprenne. Ça ne réglera rien. Tu es sans cœur. 2 ans et demi ensemble et tu éteins juste toutes tes émotions comme un robot, comme une machine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai traité mes émotions quand j'ai découvert qu'elle se rapprochait d'un autre mec. J'ai eu 3 semaines pour accepter tout ça avant votre petit test. Ce que tu as vu chez elle n'était pas moi qui m'éteignais. C'était moi qui en avais fini. Elle n'a eu aucune réponse à ça. Elle est restée là à ouvrir et fermer la bouche comme un poisson. Mais les coups bas ne faisaient que commencer. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'agence immobilière de mon propriétaire. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme affirmant que je gérais une entreprise illégale depuis mon appartement, qu'il y avait du bruit excessif à toute heure, et des visiteurs suspects qui allaient et venaient. Le propriétaire me connaît assez bien. Je suis un locataire calme et fiable depuis 3 ans. Il a dit qu'il ne croyait rien de tout ça, mais qu'il devait faire un suivi en raison de la politique de l'immeuble. J'ai demandé si la plainte incluait des détails spécifiques. Il a dit qu'elle mentionnait un possible trafic de drogue et des inquiétudes de la part de plusieurs voisins. Trafic de drogue. Ces gens essayaient réellement de me faire expulser. J'ai expliqué la situation à mon propriétaire. Rupture difficile. Ex-copine et ses amis qui ne le gèrent pas bien. Tentative pour me rendre la vie difficile. Il a dit qu'il le noterait dans le dossier et de ne pas m'inquiéter à moins que quelque chose de concret ne survienne, mais de le prévenir s'il se passait autre chose. Ensuite est venue la guerre du groupe d'amis. Mon ex et moi avons des amis communs depuis le début de notre relation. Des gens avec qui nous traînons tous les deux aux soirées. Elle les a atteints en premier. Soudain, je reçois des SMS de gens à qui je n'ai pas parlé depuis des mois demandant ce qui s'est, vraiment, passé, de cette façon lourde de sous-entendu qui vous dit qu'ils ont déjà entendu sa version. Un gars dont j'étais assez proche m'a envoyé, « Mec, j'ai entendu dire que tu la harcelais, que tu fouillais son téléphone et son ordi. C'est assez tordu si c'est vrai. » J'ai répondu avec une brève explication de ce qui s'était réellement passé, le test, la situation avec le collègue, mon départ. Sa réponse, « Je ne sais pas, mec, ce n'est pas ce qu'elle dit. » Elle a dit que tu contrôlais toute la relation et que c'était sa tentative pour s'en sortir. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à ça. Croyez ce que vous voulez. Mais voici ce qui m'a fait passer de passif à actif. J'ai découvert par un collègue qui connaissait quelqu'un dans l'entreprise de mon ex qu'elle racontait aux gens de son bureau que je la harcelais et qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle construisait un récit, créant des preuves contre moi comme le méchant, juste au cas où. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer la défense. Ma réponse, étape 1, j'ai tout documenté de manière obsessionnelle. Chaque message vocal sauvegardé sur mon cloud. Chaque SMS capturé et organisé par date. Chaque apparition d'elle ou de ses amis à mon appartement consigné avec heure et description. La fausse plainte à mon propriétaire, notée et classée. J'ai créé un tableau Excel détaillé comme si je montais un dossier juridique parce que j'ai réalisé que je pourrais en avoir besoin. Étape 2, j'ai contacté un avocat, pas un ami qui connaît le droit, un vrai avocat qui gère les affaires de harcèlement. J'ai tout expliqué, montré ma documentation. Il a dit que j'avais largement de quoi faire une mise en demeure, et que si le comportement continuait, nous pourrions demander une ordonnance de protection. Il a rédigé la lettre le jour même. Étape 3, et c'est là que je suis passé à l'offensive. J'ai appelé le collègue de mon ex, celui à qui elle envoyait des SMS, Julien. Ça peut sembler mesquin, mais écoutez-moi. Je savais d'après les captures d'écran que ce gars était marié. Sa femme revenait plusieurs fois dans les messages. Mon ex et ses amis avaient même plaisanté sur le fait que sa femme était ignorante et aveugle. Les messages étaient toujours sauvegardés dans mon téléphone depuis que j'avais photographié l'écran de son ordinateur portable. Je n'ai pas contacté sa femme directement. Ça semblait aller trop loin, punir quelqu'un qui ne m'avait rien fait,
mais je l'ai appelé, lui. J'ai trouvé son numéro grâce à une recherche basique. Il avait une présence professionnelle assez active en ligne. Je l'ai appelé à 18h un jeudi. Allô? Voix confuse, il ne reconnaissait pas mon numéro. Salut, tu ne me connais pas, mais je suis l'ex-petit ami de ta collègue, ou je suppose plus précisément, le gars avec qui elle sortait pendant que vous deux aviez votre petite liaison émotionnelle. Silence de mort à l'autre bout. Je pouvais presque l'entendre transpirer. Je n'appelle pas pour te menacer ou commencer quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que j'ai des captures d'écran de chaque SMS que tu lui as envoyé. Ceux sur le fait que son copain ne l'apprécie pas correctement. Ceux où tu parles de vous voir sans que ta femme le sache. Ceux où tu l'appelles ma belle et où elle renvoie des cœurs. J'ai tout. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était devenue fluette et tremblante. Honnêtement, rien de toi. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux rien. Mais voici la situation, ta partenaire de liaison et ses amis me harcèlent depuis presque 2 semaines. Elles viennent à mon appartement, essaient de me faire expulser avec de fausses plaintes, répandent des rumeurs sur moi. Donc, voici ce qui va se passer. Tu vas lui dire de me laisser complètement tranquille. Plus de contact, plus d'apparitions, plus de jeux, pour toujours. Et si je ne le fais pas? Alors ces captures d'écran pourraient accidentellement trouver leur chemin vers ton service RH ou peut-être la boîte mail de ta femme. Ça dépendra de mon humeur ce jour-là. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de vindicatif d'habitude, mais je suis vraiment à court de patience. C'est du chantage. Non, c'est un avertissement. Une courtoisie en fait. Dis-lui d'arrêter. Assure-toi qu'elle arrête vraiment et rien de tout ça n'aura besoin d'aller plus loin. Garde à l'esprit, je ne demande ni argent ni faveur. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. C'est littéralement tout ce que je veux. Il a accepté immédiatement. Il s'est pratiquement excusé en trébuchant sur ses mots, promettant de gérer ça, jurant qu'il ferait arrêter tout ça. Étape 4, la mise en demeure a été envoyée le lendemain matin à mon ex et à sa meilleure amie par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle exposait tout, le harcèlement, les venues à mon appartement, la fausse plainte au propriétaire, la propagation de fausses rumeurs, et indiquait très clairement que tout contact ultérieur entraînerait une action en justice immédiate. Le silence qui a suivi était magnifique. Dernière mise à jour, 3 semaines plus tard. Ça a marché. Le harcèlement a cessé presque immédiatement après mon appel avec le collègue et la réception de la mise en demeure. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit à mon ex, mais elle est passée de tentatives de contact constante à un silence radio complet en 24 heures. Ses amis ont arrêté de venir. Plus de plaintes anonymes. Plus d'amis communs me contactant avec des questions lourdes de sens. J'avais enfin la paix. Mais bien sûr, il y a eu un dernier soubresaut d'arrogance. Il y en a toujours un. Mon avocat m'a appelé la semaine dernière. Il avait reçu une lettre d'un avocat représentant mon ex. Elle exigeait 5 000 € pour détresse émotionnelle causée par ma campagne de harcèlement contre elle. 2. La suppression de toutes les captures d'écran et documents que j'avais rassemblés. 3. Des excuses écrites et signées pour diffamation. 4. L'assurance que je ne contacterai plus jamais son collègue. J'ai vraiment ri quand il me l'a lu. L'audace était presque impressionnante. La réponse de mon avocat a été courte et dévastatrice. Il a souligné que c'était elle qui s'était présentée à mon domicile, et non l'inverse. La plainte anonyme à mon propriétaire constituait du harcèlement. J'avais des preuves documentées de sa tentative de nuire à ma réputation. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Ses propres SMS prouvaient la liaison émotionnelle. Tout procès qu'elle intenterait nécessiterait une divulgation des preuves, ce qui exposerait tous ces messages au dossier public, y compris à la femme du collègue. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. J'imagine qu'ils lui ont conseillé de limiter les dégâts. Mais les vraies retombées sont venues de la situation avec le collègue. Vous vous souvenez que j'avais dit que je n'avais pas contacté sa femme? Eh bien, je n'ai pas eu à le faire. Environ une semaine après mon appel avec lui, mon ex l'a apparemment confronté au travail, bruyamment, devant d'autres employés, l'accusant de l'avoir jeté sous le bus et d'avoir choisi sa femme plutôt qu'elle, et un tas d'autres choses qui ont rendu très clair pour tout le monde à portée de voix ce qui s'était passé entre eux. Les RH ont été impliqués immédiatement. Une enquête a été lancée.
Il s'est avéré que leur entreprise avait une politique assez stricte concernant les relations au travail, surtout quand une partie est mariée. Il s'est aussi avéré que ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Il y avait eu des plaintes auparavant, mais rien de concret. Il a été licencié officiellement pour avoir créé un environnement de travail hostile, mais tout le monde connaissait la vraie raison. Mon ex, elle, n'a pas été virée, mais elle a été mise sous plan d'amélioration de la performance et a été apparemment tellement humiliée qu'elle a démissionné 2 semaines plus tard. Elle ne pouvait pas supporter de croiser des gens qui savaient tout ce qu'elle avait fait. Je n'ai appris tout ça que par les bruits de couloir, mon collègue, qui connaît des gens dans son entreprise. Je n'ai pas cherché cette information, mais je mentirais si je disais que ça ne ressemblait pas à une sorte de justice cosmique. Voici où tout le monde a fini. Mon ex est retourné vivre chez ses parents, au chômage, humilié, et d'après ce que j'entends, ses amitiés sont tendues parce que les personnes qui l'ont poussé vers ce test se sentent coupables et elle leur en veut pour ça. Tout le groupe d'amis qui a planifié ça s'est apparemment fracturé. Il s'avère que la culpabilité partagée ne rapproche pas les gens. Le mariage du collègue a survécu, à peine, mais ils sont en thérapie de couple intensive et dorment apparemment dans des chambres séparées. Sa carrière a pris un sacré coup. Se faire virer pour faute professionnelle dans une industrie relativement petite n'ouvre pas vraiment de porte. Sa meilleure amie, celle qui a orchestré le test, m'a en fait bloqué partout après avoir reçu la mise en demeure. Comme si, d'une manière ou d'une autre, j'étais l'agresseur. Le manque de conscience de soi serait drôle si ce n'était pas triste. Sa mère a apparemment raconté à des connaissances communes que j'avais détruit la vie de sa fille et qu'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Les gens qui connaissent vraiment la situation ont contredit ce récit, mais elle s'y accroche. Certaines personnes préfèrent avoir tort plutôt que d'admettre qu'elles se sont trompées sur quelqu'un. Quant à moi, je vais bien. Pas super, mais bien. Sincèrement bien. 2 ans et demi, c'est long pour être avec quelqu'un. Même en sachant tout ce que je sais maintenant, il y a des moments où elle me manque. Ce que je pensais qu'on avait me manque. Bref, les bons moments étaient réels, même si les fondations pourrissaient tout du long. Je passe plus de temps avec mes vrais amis, ceux qui ont entendu toute l'histoire et ont répondu par « c'est dingue ». Ça va toi, au lieu de « eh bien, peut-être que tu aurais dû te battre plus fort pour elle ». Ma sœur a été géniale, elle m'appelle tous les quelques jours pour prendre des nouvelles. Ma mère m'a envoyé un colis avec mes snacks préférés, ce qui était à la fois mignon et un peu embarrassant à 28 ans. Je ne sors avec personne pour l'instant. Je n'ai même pas ouvert une appli de rencontre. Je n'ai pas vraiment l'énergie ni l'intérêt. Peut-être dans quelques mois, peut-être plus longtemps. Pour l'instant, je profite juste de la paix, du calme. Plus de tests. Plus besoin de vérifier si le téléphone de ma copine est face contre table. Plus besoin de me demander pourquoi elle travaille encore tard. Plus de pressentiments que je dois ignorer pour maintenir la paix. La chose à laquelle je n'arrête pas de penser, c'est à quel point j'ai failli ne jamais savoir. Si je n'avais pas vu cette notification sur l'ordinateur portable, si elle avait été juste un peu plus prudente, j'aurais échoué à leur test stupide. J'aurais supplié, pleuré et me serais battu pour nous comme elle le voulait, et elle serait restée, se sentant validée tout en continuant ce qu'elle avait avec son collègue. J'aurais été l'idiot qui a prouvé son amour pendant qu'elle gardait ses options ouvertes et je n'aurais jamais su. Alors ouais, merci mon Dieu pour les notifications d'ordinateur portable et le timing terrible. Certaines personnes ont demandé si je regrettais la façon dont j'ai géré les choses, si je ferais quelque chose différemment. La réponse est principalement non. Je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas la documentation ni la mise en demeure. Je ne regrette même pas vraiment d'avoir appelé son collègue, c'était juste un retour à l'envoyeur après qu'ils ont essayé de me faire expulser de mon propre appartement. La seule chose que j'aurais peut-être faite différemment, partir plus tôt. Au moment où j'ai vu ces SMS 3 semaines avant le test, j'aurais probablement dû mettre fin à tout ça là. Au lieu de ça, je suis resté avec l'information, je l'ai traité lentement, je me suis donné du temps pour être absolument sûr, mais ce délai a signifié 3 semaines de plus à faire semblant que tout allait bien. 3 semaines de plus à coucher à côté de quelqu'un qui me mentait. C'était épuisant d'une manière dont je me remets encore. Leçons apprises, faites confiance à votre instinct quand il vous hurle dessus. Documentez tout quand les choses partent en vrille. Et quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, surtout à travers ses amis et les gens qu'il fréquente, croyez-le la première fois. N'attendez pas une deuxième démonstration.
Pour tous ceux qui lisent ceci et qui traversent quelque chose de similaire, vous méritez mieux que d'être testé. Vous méritez mieux que d'être le plan de secours de quelqu'un pendant qu'il explore d'autres options. Et vous méritez de partir la tête haute quand quelqu'un vous traite comme si vous étiez jetable. À mon ex, si tu trouves ça d'une manière ou d'une autre, j'espère que tu comprendras pourquoi tu as pensé que tout ça était acceptable. J'espère que la thérapie t'aidera. Mais c'est fini, définitivement. Ce que toi et tes amis avaient fait n'était pas de l'amour. C'était du contrôle déguisé en romantisme et je ne joue plus. Et à sa meilleure amie, l'architecte du test, ton test relationnel scientifiquement conçu a prouvé exactement une chose. Tu es nul pour comprendre les gens et encore pire pour accepter la responsabilité de tes conseils terribles. Peut-être travaille là-dessus avant de ruiner la relation de quelqu'un d'autre. J'ai fini de mettre ça à jour. Il est temps de passer à autre chose.